Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan complet de mon portefeuille PEA long terme à dividende en ce début novembre. Un gros renforcement au mois d'octobre sur une société car techniquement, elle était revenue sur une zone que j'attendais depuis un long moment. On verra laquelle. Donc on commencera comme d'habitude par un résumé macro et l'actualité des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera à l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté au mois d'octobre, cette semaine, et surtout identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on ira sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Je vous montrerai toutes mes sociétés en portefeuille et on ira sur TradingView pour voir les zones techniques clés que j'attends pour pourquoi pas me renforcer avec une vision long terme. Et pour terminer, on fera un tour rapide sur mon tableau à dividendes qui continue de bien se remplir sur cette année 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. On va commencer avec la zone euro. Petite précision, la vidéo, je l'ai tournée vendredi matin. Donc, je ne vous ai pas mis, par exemple, les stats concernant l'inflation en zone euro. De toute façon, je ne pense pas qu'on va avoir une énorme surprise sur ces stats. Et de toute façon, on en reparlera le week-end prochain. Pareil pour les analyses techniques. Par exemple, pour le CAC 40, on n'aura pas la clôture hebdo de vendredi soir. Mais je ne vois pas une forte volatilité cet après-midi. Et de toute façon, pareil, on fera un point complet le week-end prochain. Donc, au niveau du PIB français, plutôt une bonne surprise. Alors, on a eu sur les réseaux sociaux le ministre de l'économie qui a déclaré que c'était une performance remarquable. Bon, bah si maintenant en France, on se satisfait d'un PIB en rythme annualisé à 0,9%, pourquoi pas? On est quand même en dessous du PIB de la zone euro qui est ressorti à 1,3%. Mais bon, bien évidemment, on aurait pu être bien en dessous des prévisions. Maintenant, on sait qu'ils jouent avec l'effet de stock. J'espère bien évidemment qu'ils ne sont pas en train de traficoter au niveau du PIB français. Mais bon, on verra bien le quatrième trimestre comment ce PIB va sortir. Mais j'ai envie de dire, avec tout ce marasme politique, toutes les entreprises qui sont entre guillemets à l'arrêt, ils ne savent pas dans quelle direction aller. Je me dis que si on avait une politique plutôt stable, etc., on aurait peut-être pu faire une bonne fin d'année encore meilleure que ces 0,5% pour ce T3. Mais bon, on verra bien, c'est comme ça. Ça peut bien évidemment encore s'empirer parce que ce budget, il n'est pas encore voté. Ça part un peu dans tous les sens avec des taxes en veux-tu, en voilà, surtout et n'importe quoi. Mais bon, on verra bien comment tout ça va se finir. On a vu le PIB de la zone euro plutôt intéressant, 1,3% en rythme annualisé. On verra aussi comment l'année 2025 va se terminer. La semaine prochaine, pas énormément de stats. Je vous ai mis les PMI manufacturiers en France qui étaient ressortis catastrophiques à 48,2. Donc c'est pour ça, ça me laisse perplexe. Ce PIB qui est ressorti à 0,5% avec des PMI vraiment catastrophiques. Normalement, les PMI, c'est les directeurs d'achat. Ça nous donne, on va dire, un indicateur avancé pour le PIB. Et depuis de longs mois, on est toujours en dessous de la barre des 50 au niveau des PMI, que ce soit la manufacture ou les services.
Je vous rappelle qu'on est en dessous des 50, c'est une contraction de l'activité. Quand on est au-dessus, c'est une expansion. Alors, voilà, on verra bien la suite. En Allemagne, on n'est pas très loin de la zone des 50, donc c'est plutôt pas mal. Et la zone euro, les prévisions pour la semaine prochaine, 50. Alors, on verra si on a une petite amélioration par rapport au mois précédent. On était à 49,8. Donc, ça serait toujours positif si on repasse au-dessus de la barre des 50. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis. Le gros rendez-vous de cette semaine, c'était bien évidemment le FOMC avec la baisse de taux sans surprise de 25 points de base de la Fed. Donc on est maintenant sur un taux de 4%, mais ce qui était encore plus important, c'était le discours de Jérôme Powell qui a laissé un peu un froid sur les marchés parce qu'il a clairement indiqué qu'un nouveau coup de rabot des taux en décembre n'était pas garanti. Il a souligné l'incertitude importante que la Fed affronte en ce moment, notamment le manque de données officielles dû au shutdown gouvernemental américain. On en parle chaque week-end de ce shutdown qui commence à être très long aux États-Unis. D'un point de vue économique, c'est jamais très bon quand il y a énormément de personnes du service public américain qui se retrouvent au chômage technique. Je pense personnellement qu'il a mis un coup de pression sur les politiques pour qu'ils trouvent un accord et que le shutdown s'arrête. Au niveau des stats, il parle surtout des stats de l'emploi qui sont très importantes, surtout en ce moment, comme on a un ralentissement léger de l'économie. Donc, il met un coup de pression pour que le ministère du Travail rouvre et nous donne toutes les stats concernant l'emploi qu'on attend depuis un mois maintenant. On verra bien la suite. Il y a eu aussi des divergences croissantes parmi les responsables de la Fed sur la marche à suivre. Le fait, comme je vous ai dit, de la faiblesse dans le marché du travail pourrait venir de l'offre de travail, les facteurs démographiques, immigration, etc. Ce qui limite l'efficacité des baisses de taux. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on est toujours sur une politique monétaire qui reste restrictive parce que on a des taux directeurs à 4% et l'inflation à 3%. Donc, on est toujours sur un Jérôme Powell qui veut freiner l'inflation. Donc, le message qu'envoie la Fed au marché, c'est qu'elle ne s'engage pas à une trajectoire automatique de réduction des taux. Donc, les acteurs doivent recalibrer leurs attentes. Et bien évidemment, pour les emprunteurs, les épargnants et les investisseurs, des baisses de taux, ça aide bien évidemment, mais le signal qui a été envoyé, c'est qu'on ne va pas avoir un assouplissement massif immédiat. Donc, affaire à suivre. Et je vous ai remis la décision de la Fed sur les taux avec la baisse de 25 points de base. On est maintenant à 4%. Mais ce qui est important à suivre de très près, c'est les anticipations du marché sur ce petit graphique. La prochaine réunion sera le 10 décembre. On avait la semaine dernière 85% d'anticipation du marché qu'on va avoir une baisse de taux de 25 points de base pour être à 3,75. Et là, on voit que ça a nettement baissé. On n'est plus qu'à 61%. On est toujours quand même sur une prochaine baisse de taux de 25 points de base. Mais attention, c'est pour ça que la semaine prochaine, je vous ai mis aussi la stat qu'il va falloir suivre de très près. C'est les créations d'emplois non agricoles données par le cabinet ADP. On se rappelle que le mois dernier, on avait eu une destruction de 32 000 emplois. Donc, ça va être très intéressant de suivre parce que si, par exemple, on avait beaucoup de créations d'emplois la semaine prochaine, ça irait un peu dans le sens de Jérôme Powell de peut-être pas continuer à baisser les taux. Donc, on suivra aussi la réaction des anticipations du marché avec ce baromètre. Et bien évidemment, si par contre, on avait encore des destructions d'emplois, alors là, je pense que Jérôme Powell continuera de baisser les taux. Et là, on pourrait retomber peut-être sur une anticipation vers les 85%. Rendez-vous le week-end prochain pour voir ces stats concernant l'emploi. Et pour finir, je vous ai mis les entreprises du CAC 40 qui vont publier la semaine prochaine. On arrive sur la fin des résultats du T3 qui, pour moi, ont été très mitigés.
sur l'ensemble des entreprises du CAC 40. On verra la semaine prochaine et on fera peut-être un point complet le week-end prochain sur ces résultats. On aura encore par exemple Bouygues, Legrand ou Veolia, sans oublier Engie. Donc on verra bien s'il y a des grosses surprises concernant ces résultats. Allez, on passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40. On va commencer par le mensuel pour voir qu'on fait encore un beau mois avec une performance pour octobre d'environ 3%, sachant qu'au mois de septembre, on avait fait presque 2,5% de performance. On va très clairement, contrairement aux bougies mensuelles entre mai et août, où on avait des tout petits corps de bougies, des mèches hautes et des mèches basses, là c'est plutôt très positif avec des beaux corps de bougies, des bougies vertes et une belle performance. Alors il faut aussi se dire que le CAC 40, parmi les gros indices mondiaux, a la moins bonne performance sur cette année 2025, une des moins bonnes performances sur cette année 2025. Mais bon, c'est comme ça, c'est quand même pas si mal vu le contexte actuel en France. Heureusement que la plupart des entreprises quand même sont vraiment à l'international. On verra bien la suite. Donc au niveau du mensuel, intéressant, c'est qu'on s'écarte de la moyenne mobile 10 et 20 où elles étaient entremêlées. Donc on verra. Maintenant on arrive sur la zone de résistance. On a eu un record la semaine dernière. Donc affaire à suivre. Le RSI aussi très positif. On va aller voir en données hebdomadaires pour voir que cette semaine elle est plutôt rouge. Peut-être sur une baisse de moins 1%. On verra vendredi soir en clôture. Rien d'alarmant, quand on a eu une progression d'il y a 2 semaines de plus de 3%, on voit qu'on est sur la phase de respiration. On verra en données quotidiennes les niveaux qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Mais en données hebdomadaires, on a là toujours la moyenne mobile 10 en soutien, la 20, la 50, la 200 bien haussière. Le RSI est en zone positive au-dessus des 50, donc une petite respiration peut-être bien légitime vu la hausse précédente. On va maintenant voir en données quotidiennes pour voir la semaine. Donc, on se rappelle de cette petite phase de range qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, ce range, on avait parlé que soit ça allait être un range d'accumulation. On accumule entre 8167 et 8258. Et si ça avait été un range d'accumulation, on serait sorti par le haut et on avait reporté la hauteur du range pour pourquoi pas aller vers les 8357. Et c'est passé un peu l'inverse. On a cassé la zone pour moi de support de ce petit range. La prochaine zone de support qu'il va falloir suivre, c'est vers les 8077 points. Parce que c'est au final un range de distribution. Est-ce qu'il va repasser au-dessus des 8167 rapidement? On verra bien. On a fait appui sur la moyenne mobile 20 et on voit que depuis le passage du 11 septembre, elle joue un rôle de support dynamique. Donc est-ce que ça va suffire ou pas pour indiquer cette petite baisse? On verra la semaine prochaine. Donc les zones, on va les laisser comme ça. À surveiller pour moi 8077 points le support, parce que en plus si on revenait à 8077 au niveau du RSI, on reviendrait vers la zone des 50. Donc pourquoi pas reprendre la dynamique haussière. Si on met les retracements de Fibo de la belle impulsion 8077, c'est un beau retracement entre 50 et 38,2. Donc on pourrait repartir après à la hausse. Par contre, si on casse les 8077, attention, on repasserait en dessous de la moyenne mobile 20. Et après, on pourrait peut-être être attiré par ce gros gap haussier. Donc c'est pour ça, 8077, le support à surveiller la semaine prochaine. La résistance, 8167, parce que c'était notre zone un peu de support, où j'ai mis les mèches basses, qui a été cassée jeudi. Donc si on repassait au-dessus, ça pourrait être positif. On pourrait revenir entre 8167 et 8260. Et puis après, on verra bien si cette fois on casse et on fait encore des nouveaux records en dépassant la résistance des 8260 points. Voilà au niveau du CAC 40. Petite respiration cette semaine. On va voir si la semaine prochaine ça se poursuit ou si ça se stabilise ou même si on repart à la
hausse. Donc avant de passer sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, petit point sur la société que je me suis renforcé au mois d'octobre, c'est Michelin, parce que elle a fortement baissé suite à ses résultats qui ont été pas bons du tout et surtout mal accueillis par le marché, mais techniquement, on est revenu sur une zone que j'attendais depuis un long moment, donc je me suis renforcé de 70 actions Michelin à un prix de 27,95 €, soit un total d'investissement d'environ 1953 €. On passe maintenant sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Au niveau du portefeuille global, un peu plus de 41 100 €, pas mal de cash disponible avec plus de 9 000 € et pour le moment, une moins-value latente d'environ 500 €. Je vous rappelle que mon portefeuille est composé d'actions plutôt court terme suite à des configurations techniques que je trouve intéressantes avec un scénario en essayant de grappiller quelques pourcentages et encaisser quelques euros, et d'une autre partie des actions sélectionnées suite à leurs fondamentaux dans différents secteurs d'activité avec une optique long terme à dividende. Aujourd'hui, on va voir les sociétés que j'ai sélectionnées avec une vision long terme à dividende, les zones techniques que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Donc au niveau de mes sociétés plutôt court terme suite à des configurations techniques que je trouve intéressantes, j'ai toujours le BX4. Sur ça, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour faire un point complet sur mes trades qui ont été clôturés au mois d'octobre. Il me reste aussi Dassault Systèmes, Edenred, Eramet, Imerys, Ipsen, Mersen, OP Mobility que je suis rentré cette semaine. Je vous donnerai aussi mardi ce que j'attends de ce trade. J'ai aussi Soprasteria. Et pour le reste, c'est toutes des sociétés plutôt avec une vision long terme à dividende. Ce qu'on va voir tout de suite après, les zones techniques que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Pour les personnes qui souhaitent regarder les chiffres de plus près, je vous invite à faire pause. Maintenant, ce que je vais faire, je vais switcher sur TradingView pour vous montrer les zones que j'attends pour chacune de ces sociétés. Donc, on commence avec Air Liquide. Je vous rappelle sur ces graphes, les traits verticaux, c'est les semaines que je me suis renforcé de la société. Donc Air Liquide, depuis juin 2022, je n'ai pas repris de position au niveau d'Air Liquide. La ligne horizontale, c'est mon PRU sur Air Liquide, donc environ 146 €. Et on va voir maintenant les zones que j'attends. Donc au niveau d'Air Liquide, en analyse technique, on voit qu'on est sur une baisse, qu'on est même sur une tendance baissière depuis ses plus hauts de mai dernier, qu'on revient en ce moment sur une oblique que j'ai tracée qui commence en 2023. On est toujours en données hebdomadaires, bien évidemment. Donc la zone que j'attends sur Air Liquide et qui pourquoi pas je me poserai la question de me renforcer ou pas, c'est vers les 161 €, ou si dans la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, on a un vrai rebond sur l'oblique, mais j'y crois pas trop vu le contexte actuel. On voit en hebdomadaire qu'on est passé sous les moyennes mobiles 10, 20, 50, que la moyenne mobile 200 hebdo est encore très éloignée, qu'elle avait fait une belle progression. On voit que Air Liquide, dans le passé, elle est toujours revenue vers sa moyenne mobile 200. En 2020, on l'a touché. En 2022, on l'a touché. Donc pourquoi pas, fin d'année ou 2026, un retour entre 154 et 160 €. Donc je patiente tranquillement. On arrive pour moi peut-être vers une zone intéressante. Donc on verra bien. Rendez-vous le mois prochain pour voir si Air Liquide continue sa tendance baissière, parce que la tendance baissière maintenant, elle est assez claire, hein. Première impulsion baissière, là on essaye de repasser les 185, sauf qu'on bute sur la résistance, on fait un autre plus bas, on fait un pullback, et là on a l'air de vraiment, on a cassé le support des 170 €, donc on voit très clairement maintenant les vendeurs ont la main sur Air Liquide, donc on va patienter tranquillement.
Et on verra bien si elle retourne vers 160 euros, pourquoi pas, pour mon cas, me renforcer sur Air Liquide. On voit même le RSI qui est vraiment repassé vers les 40. Ça faisait un long moment qu'on n'était pas revenu vers les 40 au niveau du RSI. Donc pour ma part, je patiente tranquillement et je garde cette zone d'intérêt sur Air Liquide vers les 160 euros. On continue avec Amundi. Donc Amundi, mon PRU est à 66 euros. Amundi, bon bah si on dézoome, bien évidemment, c'est pas le même type d'entreprise que Air Liquide, qui est plutôt une entreprise de croissance. Amundi, c'est plutôt pour son rendement sur dividende. C'est secteur de la finance. Si on dézoome, on voit que c'est assez erratique. Si on prend vraiment du recul, pour moi, vers les 50 euros, c'est une belle zone pour accumuler du Amundi. Vers les 75, c'est soit une zone pour vendre, soit on attend tranquillement qu'elle retourne vers les 50. Là, on est à 64, mon PRU à 66. Donc j'attends tranquillement. Première zone qui pourrait m'intéresser pour du long terme sur Amundi vers les 60 euros. Parce que 60 euros, c'est une grosse zone de support depuis 2023. Quand même sur Amundi, la moyenne mobile 200 hebdo est vraiment plate. Donc pas de directionnel très clair. Donc on verra bien s'il y a encore un peu de faiblesse. Il faut se rappeler qu'en juin dernier, quand même, on était vers les 75. Donc c'est pareil, il y a de la faiblesse sur Amundi. Une tendance baissière, donc on va attendre tranquillement la zone des 60 euros pour pourquoi pas accumuler pour ma part du Amundi. Et puis bon bah si ça casse les 60, on a une très belle zone vers les 50 euros, les plus bas de 2023. Donc pourquoi pas. Donc je patiente tranquillement aussi sur Amundi. Le RSI est très faible, les moyennes mobiles, pas de directionnel, donc toutes les moyennes mobiles sont entremêlés sur Amundi. Donc, patience. On continue avec OB. Donc, OB, cette semaine, des résultats très bien accueillis par le marché. Donc, plutôt des bons résultats. Pour le moment, on a une très belle bougie hebdo de plus 8%. Donc, c'est plutôt très positif sur OB. Donc, OB, mon PRU à 46,85. On avait vu déjà, il y a quelques semaines, voire quelques mois, cette belle bougie hebdo aussi, de plus 9% au mois de mai dernier. On était revenu faire une zone que j'avais identifiée intéressante vers les 42 euros. J'avais hésité pour m'en renforcer. On voit que pour le moment, ça repart à la hausse. Donc, c'est plutôt intéressant. La zone, bien évidemment, pour les investisseurs long terme, c'était les plus bas de 2023, voire ici en 2024, vers entre 34, 38. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Si on dézoome vraiment sur OB, on voit quand même on avait une énorme hausse entre 2020 et le record en 2022 vers les 64 euros. Après, on avait fait une belle tendance baissière ici, très clair jusqu'au plus bas en 2023 vers les 29. Et là, on voit, c'est pas encore, on va dire, pour vraiment repartir sur une vraie tendance haussière, il faudrait passer les 54 euros. On s'en rapproche. Mais on voit les moyennes mobiles, pour qu'elles se mettent en ordre de bataille d'une vraie tendance haussière, il faut passer les 54 euros. On n'est pas loin de mon PRU, donc je patiente tranquillement. Il va y avoir le dividende le mois prochain sur OB. Donc tant mieux si les résultats sont bons et surtout bien accueillis par le marché. Donc je patiente tranquillement. On verra bien la suite. Au niveau d'OB, là on est à 50 euros. Bon, on est revenu sur des prix de 2023, 2022. Donc voilà, on attend tranquillement au niveau d'OB. Pour les personnes intéressées, 50 euros, pourquoi pas. Si vous connaissez l'entreprise, vous avez fait vos recherches sur les fondamentaux d'OB, si elles correspondent à votre stratégie, etc. Pourquoi pas commencer à bâtir une position à 50 euros. Après, on peut repasser en dessous des 47, voire retourner à 38. Pour moi, avoir vers les 43 euros si on peut peut-être aussi zigzaguer un certain temps entre 44, 54. On verra bien la suite, la fin d'année aussi sur OB, les résultats annuels, etc. Donc, je patiente. On continue sur AXA. Donc, AXA, faiblesse depuis quelques semaines, plutôt logique parce que quand même une très, très forte progression cette année 2025.
J'ai toujours le canal haussier qui commence quand même de 2020, plutôt bien respecté. On voit pas mal de touches sur le support oblique haussier 2022, 2023, 2024, 2025 en début d'année, là le 7 avril aussi. Et là on va peut-être revenir vers la zone qui est pour moi plutôt intéressante, vers les 37 euros. Donc je patiente aussi sur AXA. On voit la moyenne mobile 50 hebdo qui joue plutôt bien son rôle de support dynamique. On fait quelques incursions en dessous, mais très léger. Et là, on voit très clairement qu'on est bien passé en dessous de la moyenne mobile 50 hebdo. Donc, faiblesse sur AXA. RSI, c'est pareil. Ça fait un moment qu'on n'était pas vers les 40 de RSI. Donc, on est en phase de respiration ou consolidation. Mais pour le moment, pas vraiment de forte correction sur AXA. Forte correction sur AXA, ça serait dans les prochaines semaines si on casse les 36 et qu'on retournerait peut-être vers les 30 euros. De toute façon, mes deux zones que j'attends, c'est ces zones. 36 euros à réfléchir. Mon PRU est extrêmement faible à 24 euros sur AXA. Mais bon, si on revient à 36, pourquoi pas accumuler. Et puis, bon, bah, ça dépend aussi, bien évidemment, comment on y revient à 36. S'il y a on va dire un signe noir ou quelque chose avec une énorme baisse sur les indices américains, sur le CAC 40, etc. Bon, bah, on va pas s'affoler à 36. On attendra un étage plus bas. Pour moi, l'étage plus bas et la zone très intéressante sur AXA, c'est vers les 30 euros. Voilà, c'est des zones de 2006. On a fait une énorme hausse depuis le bas du Covid. Donc 30 euros, ça me paraît pas déconnant pour une société du secteur de la finance avec un gros rendement sur dividende. Donc, on va patienter tranquillement sur AXA. On continue avec Capgemini. Donc Capgemini, forte chute, forte baisse. J'avais mon PRU à 164 euros. J'avais repris la dernière fois en 2023 vers la grosse zone de support à 154 euros qui a été franchie ce début d'année, en mars dernier, sur Capgemini. Et puis la tendance baissière depuis ses plus hauts de mars 2024 à 225 est plutôt très bien construite. Si on regarde, là, ce qui est intéressant sur Capgemini, c'est qu'on a fait un point bas à 120 euros qui a été tenu durant de longues semaines, parce qu'on attend les 120 euros en août et jusqu'à octobre, on a tenu le support. Donc c'était plutôt positif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé l'oblique baissière sur la semaine dernière et ça s'est poursuivi cette semaine. On a les résultats de Capgemini, pas exceptionnels, mais meilleurs que prévu, surtout pour le marché. Donc on est pour le moment sur une bougie hebdo d'environ 5%. Même si on fait une méchote sur la zone de résistance qu'on avait identifiée le mois dernier à 140 euros, c'est plutôt pas mal. J'attends patiemment. Je pense reprendre quelques actions dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. On verra bien la suite des événements sur Capgemini pour faire baisser un peu mon PRU, parce que la société, je la trouve intéressante fondamentalement dans un secteur aussi intéressant, même si elle a fortement baissé. À voir. Ce qui est sûr, les zones, je les laisse telles quelles. Le support à surtout pas enfoncer, c'est les 120 euros. Et puis la résistance à franchir pour vraiment se donner de l'air, c'est les 141 euros. On a aussi la moyenne mobile 50. On voit qu'on l'a franchi en juin 2024. Elle a joué un rôle de résistance dynamique. Ici, on est passé une semaine en juillet 2024 au-dessus. On a rebaissé. En septembre 2024, on est passé vers la moyenne mobile 50. On a rechuté. En février 2025, résistance dynamique. Donc si on arrivait à vraiment passer les 140 euros dans les prochaines semaines ou prochains mois sur Capgemini, là on passerait au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo et ça serait plutôt positif sur le titre, sur la suite. Donc je patiente. Les deux zones à surveiller, 120 euros. Si au contraire on casse les 120 euros, j'ai une zone après à 96 euros. Mais là on irait quand même sur des zones très faibles. Ça nous ferait, là on est sur une baisse de 41%. Si on arrivait ici, ça ferait une baisse de 60% depuis ses plus hauts. Donc affaire à suivre, je patiente tranquillement. Je ne suis pas pressé sur Capgemini. Le RSI, ça va mieux, mais on est encore en dessous des 50. Donc on va patienter tranquillement. On continue sur Danone.
Donc Danone, elle est très forte. Elle suit plutôt bien son canal haussier. Donc voilà, la zone qu'on avait vu le mois dernier. J'ai hésité à reprendre du Danone. C'est vers les 67 euros. Là, on avait la zone de polarité. Je pensais qu'elle pouvait aller peut-être plus bas. Mais bon, elle est repartie, elle est repartie vers le haut. Donc je patiente. Mon PRU est extrêmement faible à 55 euros. Donc voilà, si on dézoome, pareil. Danone, c'est une valeur pas mal au niveau du rendement sur dividende. C'est des produits de consommation courante. Donc, franchement, son graphique, c'est vraiment pas mal. C'est haussier, c'est un secteur pas vraiment de croissance, mais ça quand même, si en plus on rajoute le rendement sur dividende, c'est quand même des belles performances. Danone, c'est une très belle performance. Voilà, donc je laisse ma zone à 66. On peut aussi avoir comme scénario, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, revenir à 66 sur cette fin d'année. Et puis, on peut peut-être aussi latéraliser un certain temps. Pour le moment, on est dans le canal haussier. Personnellement, à 77 euros, en ce moment, elle m'intéresse pas vraiment pour accumuler du Danone. Ça a un bon rendement sur dividende. Donc, je laisse tranquillement fond de portefeuille. Et quand on reviendra vers des zones, vers les 67, c'est des zones de prix qui ont été travaillées dans le passé par le marché, 2019, 2017, 2015, etc. Ça me ferait peut-être réfléchir pour en reprendre. On continue avec Ipsos. Donc Ipsos, vraiment techniquement hautement dégradé. Hautement dégradé. J'en avais repris cette année suite à la forte baisse d'avril. Ipsos, vers les, je crois, vers les 36 euros par ici, sur cette semaine du 7 avril. Elle avait rebondi. On était repassé au-dessus un peu de la polarité des 42. Mais on voit, très faible. On recasse. Les résultats, pas catastrophiques. Mais bon, ça n'a pas vraiment plu au marché. On a fait un rebond. On est toujours en dessous des moyennes mobiles. On a eu le croisement M50 et M200 à la baisse. Donc une croix de la mort. Voilà, donc toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. Donc je suis pas du tout positif sur Ipsos. Ce qu'on va faire, maintenant, on va aller voir plus bas. On va aller voir plus bas. Donc si on dézoome vraiment, on est sur les 34 euros. C'est des zones de prix quand même de 2017. 2017 sur Ipsos. Il faut quand même se rendre compte que Ipsos, si on dézoome vraiment, introduction en 2003. Entre 2007 et 2020, elle zigzaguait entre 17 euros et environ 30-35 euros. Et puis après le crash du Covid, on a eu une explosion des cours d'Ipsos avec un très beau canal haussier. J'ai commencé ma position sur Ipsos en 2021. Une énorme hausse avec des records à 61. On a même fait un nouveau record en 2024 à 68. Et puis depuis, une énorme baisse, une déflagration. On est sur 50% de baisse depuis ses plus hauts, toutes les moyennes mobiles baissières. Le RSI, pas bon du tout. Ça fait un moment qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 50. Donc j'en avais repris le 7 avril. Maintenant, mon PRU à 41,62. Donc je ne suis pas non plus très très loin. Je pense que c'est une entreprise qui peut être intéressante sur le long terme. Donc je patiente tranquillement. Là, pour moi, on est sur une zone potentiellement intéressante. Si vous êtes investisseur long terme, que vous avez ouvert votre PEA la semaine dernière et que vous avez fait vos recherches sur Ipsos et qu'elle correspond à votre cahier des charges, etc., prendre une position d'Ipsos dans un portefeuille diversifié, etc., à 33 euros, ça ne me paraît pas déconnant, sachant qu'il y a quelques mois, on était à plus de 60 euros. Donc, bien évidemment, elle peut aller plus bas, elle peut aller à 16 euros dans quelques mois. Mais d'en prendre à 33, ça me paraît pas déconnant. Moi, ce que j'attends, c'est peut-être les 30,50 euros. C'est relevé à 30,50 euros. Des prix, bien travaillés par le passé en 2011, 2017, etc. Surtout, j'en avais déjà repris vers la zone des 35 il y a quelques mois. J'attends patiemment et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour voir où en sera Ipsos. C'est pas bon. C'est pas bon techniquement, on a fait la jambe de baisse. Là, on était revenu sur les plus bas d'avril, on a eu un rebond. Et la semaine dernière, on a cassé. Donc j'ai plus l'impression d'un scénario comme celui-là dans les prochaines semaines où on repasse au-dessus.
Mais bon, pour le moment, c'est pas vraiment le signal quand je vois la bougie hebdo de cette semaine. Donc voilà, je patiente tranquillement au niveau d'Ipsos. On continue sur LVMH. Donc LVMH, elle s'est réveillée depuis quelques semaines, donc très positive sur LVMH depuis les plus bas de juillet dernier vers les 445 euros. Dernière fois que j'ai repris du LVMH, c'était en mars dernier vers les 100-120 euros par ici. J'avais pris sur la zone de support ici à 107 euros. Mon PRU à 543. Il est toujours quand même dans la tendance baissière. Hein. J'ai le canal baissier, impulsion baissière, pullback, etc. Donc tant qu'on n'aura pas repassé les 740 euros sur LVMH, on sera toujours dans une configuration baissière. Donc on peut très bien revenir par ici et rechuter. Donc pour mon cas, je patiente tranquillement. J'ai mes zones. Si on revient à 507, si on zigzag, on peut très bien aussi avoir un temps de range comme ça. Pourquoi pas sur la fin d'année, sur 2026, de reprendre à 100 euros si on zigzag entre 100 et 660. On va avoir la moyenne mobile 200 hebdo qui nous reste en résistance. Les autres moyennes mobiles, la 50 est plate, la 10 et la 20 sont haussières. Donc il y a vraiment du mieux sur le secteur du luxe, mais on n'est pas quand même sorti, on n'est pas retourné sur la tendance vraiment haussière. Hein. On est toujours dans la tendance baissière. Tant qu'on n'aura pas repassé sur LVMH les 740 euros, on est toujours dans la tendance baissière. Donc prudence. Pareil pour les personnes intéressées sur LVMH. Bon, 600 euros, pourquoi pas. Bien évidemment, on peut retourner sur... On peut faire ça, et puis aller après à 377. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Mais à 610, ça me paraît déjà... Surtout qu'on a les résultats qui... Peut-être qu'on a, au niveau des résultats, fait un point bas au niveau des résultats des LVMH et que cette fin d'année, surtout 2026, ça va repartir sur des meilleurs résultats, les marges, etc., les ventes. Donc si, bien évidemment, les résultats sur le T4 sont meilleurs, on pourrait encore progresser. Là, on est sur une baisse de 33%, on a fait une baisse de 50% sur LVMH. Après, c'est à vous de voir. Moi, je patiente tranquillement. On est repassé au-dessus de mon PRU, donc c'est positif. Le RSI est très bien orienté. Donc, on pourrait peut-être zigzaguer. Affaire à suivre sur LVMH. On continue avec Michelin. Donc, Michelin, seule société, comme on a vu ensemble, où je me suis renforcé au mois d'octobre. Donc, la semaine du 13 octobre, suite à cette forte baisse, suite à un profit warning avant ces résultats. C'est souvent le cas quand il y a des entreprises qui publient et qui savent que les résultats vont pas être bons, surtout pas comme prévu. Ils font une annonce de profit warning, comme ça on a une chute avant les résultats. Et c'est un peu piégeux parce que on connaît la date de résultat et le profit warning est sûrement fait. On ne connaît pas la date. Donc c'est souvent le cas avant. Et on peut se faire vite piéger, surtout pour les traders. Mais c'est comme ça sur beaucoup d'entreprises. Donc ça a été le cas sur Michelin. Donc on a eu le profit warning la semaine du 13 octobre. Et les résultats étaient la semaine suivante. Donc au niveau des résultats, il n'y a pas eu vraiment de volatilité. Comme on savait qu'ils allaient être mauvais. Donc j'ai quand même pris position. On a vu ensemble vers les, je crois, 27 euros par ici. Vers les 27,50 euros. Parce que on est revenu pour moi sur une belle zone. Alors les résultats sont pas bons. Mais l'entreprise, je l'aime bien. Surtout sur une vision long terme. Je trouve que fondamentalement c'est intéressant. Il y a beaucoup d'argent pour l'investissement sur les pneus, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment au niveau de ses concurrents une avance sur la recherche et développement sur l'entreprise. Donc voilà, ça m'intéresse Michelin. J'ai repris vers 27,50. Mon PRU maintenant est à 28,78. Donc voilà sur Michelin. Mes zones, c'est toujours les mêmes. On peut même mettre cette zone. Donc pour les personnes intéressées par Michelin, bien évidemment, d'en reprendre sur ces prix à 28 euros, ça me paraît pas déconnant. Michelin, j'ai commencé à bâtir ma position
en septembre 2021. J'en avais repris ici en février 2022. Mais j'étais très peu exposé à Michelin. C'était dans mon portefeuille une toute petite valorisation. Donc j'attendais depuis un long moment. Ici, j'avais hésité en avril dernier pour me renforcer et faire grossir mes actions Michelin. Et là, bon, bah, il y a eu la baisse. J'ai pas hésité, j'ai repris. Alors, bien évidemment, dans les prochaines semaines, on peut aller encore plus bas. Mais on est quand même sur une zone de prix hautement travaillée par le marché. 27 euros, c'est des prix de 2023, de 2021, de 2020, de 2019, de 2018, de 2017. Et on n'est plus très loin des plus hauts de 2007 sur Michelin. Donc, on voit que ça a bien baissé. Maintenant, techniquement, les zones, on a encore une zone un peu plus basse vers les 25 euros. Même si je crois avec la mèche basse, ouais, on a atteint les 25,50 € sur la mèche basse de la semaine du 13 octobre. Donc après, bon, bah, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir si vous pensez que Michelin, dans les prochaines années, sera un acteur majeur dans la consommation des pneus, etc., etc. Même s'il n'y a pas que les pneus à Michelin, il y a même beaucoup de recherche et développement. Bon, bah, à prendre à 27, ça me paraît pas déconnant de commencer à bâtir une position. On a baissé de 25%. C'est pas une action extrêmement volatile, Michelin. Et puis, bon, bah, après, bon, la zone des 25,74 est pour le moment la zone de support à pas enfoncer. Suite à la mèche basse de la semaine du 13 octobre, on verra bien, le RSI est faible. Maintenant, c'est à suivre les résultats du T4 et les résultats annuels sur Michelin. On est toujours sur l'oblique haussière que j'ai tracé. Donc j'ai pris la décision de me renforcer au mois d'octobre sur Michelin. On verra bien la suite maintenant. On continue sur Nexity. Donc Nexity, les résultats catastrophiques sur Nexity, mais on est toujours dans la même config. Hein. Ça fait des mois et des mois. Mon PRU est extrêmement élevé. Mais comme j'en reprends plus des actions Nexity, au final, comme mon portefeuille augmente chaque mois, je suis très peu exposé maintenant sur Nexity. On est à 27,62 € de PRU, donc extrêmement loin des cours actuels. Mais comme je ne me renforce pas sur Nexity, j'attends maintenant. Nexity, c'est fonds de portefeuille. La zone technique a surtout pas enfoncé, c'est les 8,30 €. Ça fait depuis 2024 que cette zone des 8,30 € tient. Donc on voit, on avait la forte baisse, le support oblique, la résistance oblique baissière qui a été franchie, donc c'était très positif. On est revenu quand même rapidement vers ces 8,30 encore tenu en 2025. Et puis on zigzague depuis, donc personnellement je ne touche à rien. Soit, surtout c'est un secteur pour moi très important, l'immobilier en France. Donc soit avec les politiques actuelles, etc., la France actuelle, soit ça plonge, et là, Nexity, c'est terminé, mais on aura peut-être d'autres problèmes que l'immobilier en France si vraiment tout plonge, et puis là, on peut aller à 5 €, voire plus bas, soit ça va mieux, et on repasse pour moi les 13,46, et on se donne de l'air sur Nexity, donc pour le moment, je ne touche à rien. Est-ce que si on repasse les 13,46, je me renforcerai? Je n'en sais rien. J'attends vraiment 2026. Peut-être que l'immobilier, ça va aller mieux l'année prochaine. Donc après, c'est à vous de voir. Évidemment, si vous pensez que Nexity peut être intéressante dans votre stratégie, d'en prendre à 9 €. Ça me paraît pas non plus déconnant. Hein. Ça me paraît pas déconnant dans un portefeuille diversifié, etc. Nexity, en 2019, elle était à 56. Hein. 2019, ça fait pas 10 ans. Voire même quand j'ai commencé à bâtir ma position en 2021 vers 2023, elle était à 40 €. Donc c'est comme ça. Moi, personnellement, je crois en Nexity dans l'avenir. Donc je garde, j'attends tranquillement, mais je m'affole pas à renforcer tous les mois sur Nexity. Après, c'est à vous de voir et à faire votre choix. On continue avec Publicis. Donc Publicis, elle navigue. On voit que la zone est intéressante des 76. Parce que la zone à 76, où je me suis renforcé la semaine du 7 avril, on avait fait un beau rebond. On est revenu. Et là, on repart chercher la polarité des 87 €. Donc s'il y a du mieux, ça navigue.
Attention qu'on ne soit pas sur une config comme celle-ci. Tout à fait possible, hein, si on met les retracements de Fibo. Première jambe de baisse, retracement de 61,8. Deuxième jambe de baisse, retracement de 50% de Fibonacci. Donc c'est parfait pour une tendance baissière. Donc on va voir. Moi, comme j'en avais déjà repris à 76, que mon PRU est intéressant à 59, donc j'attends tranquillement. Si on revenait à 76, bah pourquoi pas. Si on continue la tendance baissière et qu'on vient à 68 euros, pourquoi pas aussi de me renforcer. Donc bon, bah, je patiente tranquillement. Pour les personnes intéressées, bah, je pense peut-être patienter. Hein. On peut peut-être même commencer à mettre un petit canal baissier. Voilà, à peu près comme ça, sur ma ligne de clôture. Bon, il n'est pas très net au niveau du support, mais au niveau de l'idée, si on a un troisième point par ici, vers les 68, ça peut être intéressant ce canal. Donc on va le laisser. Et puis on verra bien le mois prochain si Publicis aura la force de passer les 87 euros ou si elle va se replier direction les 76. Donc pour mon cas, je patiente tranquillement la suite au niveau de Publicis. On continue avec Ruby. Donc Ruby, ça fait quelques semaines qu'elle ne bouge plus. Techniquement, c'est très positif parce qu'on a fait un breakaway gap. Sur la zone de résistance à 29,50, on a fait un beau gap haussier et qui est pour le moment toujours ouvert. Donc c'est très positif. Mon PRU est très intéressant à 25,32 €. La dernière fois que je me suis renforcé sur Ruby, c'était en septembre 2023 vers les 21 €. Donc avec un gros rendement sur un dividende. Bon bah c'est tout bénef pour moi, entre guillemets. Hein. J'ai un gros rendement, j'ai une bonne plus-value latente. Donc je laisse faire. Je laisse faire. Techniquement, la zone de support bah, vers les 30 €. Maintenant qu'on était sous l'oblique baissière, on a cassé, on est revenu quand même ici. Et on se met sur une tendance haussière. Donc peut-être revenir là, repartir à 35. Donc je ne suis pas pressé sur Ruby, sachant qu'en plus que bah, son atout numéro 1, c'est plutôt son rendement sur dividende que sa croissance. Mais techniquement, c'est vraiment pas mal. Hein. On était longtemps sous la moyenne mobile 200 et là, on est vraiment au niveau des moyennes mobiles en ordre de bataille haussière, 10, 20, 50, 200 hebdo. Le RSI très positif, donc c'est vraiment intéressant Ruby. Pour les personnes intéressées, bon bah si vous avez fait vos recherches sur Ruby, etc., peut-être ici, la zone, première zone qui est pour moi intéressante, c'est vers les 29,50, aller combler le gap haussier, venir vers la moyenne mobile 20 hebdo qui est plutôt intéressante depuis janvier de cette année, depuis le début de l'année. Donc pourquoi pas, moi je patiente tranquillement au niveau de Ruby. On continue avec Sanofi. Donc Sanofi, j'en avais repris septembre dernier vers la zone des 77 €, qui était pour moi aussi une zone intéressante pour accumuler du Sanofi. Pareil, Sanofi, c'est pas une entreprise de croissance, on connaît le métier, on connaît un peu, j'ai pas envie de dire l'avenir, mais bon, Sanofi, je vois mal Sanofi dans les 10 prochaines années faire faillite. Voilà, on sait que ça peut être un peu volatile, mais ça va pas être une volatilité extrême. C'est le secteur de la santé, etc. J'ai confiance à Sanofi, un bon rendement sur dividende. J'avais tracé l'oblique haussière. Il y a eu un peu de turbulence aussi suite un peu aux États-Unis avec Trump et le secteur de la santé avec les importations, etc., de médicaments. Donc ça a un peu généré de la volatilité. J'ai pris la décision de me renforcer la semaine du 1er septembre. 77 €, mon PRU à 84. On repasse au-dessus. Voilà, pour moi, bon, Sanofi, voilà, toute cette zone entre 77 et 83, ça me paraît des zones intéressantes pour accumuler du Sanofi. C'est un peu à chaque fois, hein, j'avais commencé en 2021 par ici vers 87. Ici, j'en avais repris aussi à 85. Ici, 85. Ici, 84. En mai dernier, 83. Et puis là, vers les 77. C'est pour ça que mon PRU est à 84 €. Voilà, après, ça vous. Pareil, d'en prendre à 88, ça me paraît pas déconnant. Depuis, c'est plus, on est quand même sur toujours une baisse de 20%. Et puis, si elle repart à la baisse, après, techniquement, on est plus sur la tendance baissière. Première impulsion baissière, pullback. Deuxième, là, on s'est stabilisé avec le point bas
à 77,50. Et depuis la semaine dernière, on a cassé la résistance des 87 qui était le dernier sommet dans la baisse. Donc c'est plutôt techniquement positif. Moi, je patiente tranquillement. J'attends. Peut-être que elle va retourner là. Et dans un an, fin 2026, bon, elle reviendra là. Et je réaccumulerai du Sanofi vers cette zone. Donc, je garde ces zones d'intérêt, 83, 77, voire 70, dans les prochains mois. On continue avec Schneider. Donc, Schneider, c'est plutôt très positif sur Schneider. On revient vers les 247 € en ce moment. Le record à 271. Pareil, Schneider, suite à la baisse du mois d'avril, j'en avais repris à 173. Mon PRU est très positif à 162. Donc bien évidemment à 247, elle ne m'intéresse pas. J'attends sur Schneider de la faiblesse, une rotation sectorielle. Voilà, Schneider, elle a baissé entre début d'année comme ça. Elle peut très bien dans les prochains mois faire la même chose. Hein. Elle est là, peut-être que dans un an, elle retournera à 173 ou avant, et puis je raccumulerai. Pour moi, à 247, elle ne m'intéresse pas. Si on revient à 197, pourquoi pas. Moyenne mobile 200 en hebdomadaire est très importante sur Schneider. Parce que depuis, ici, on avait fait quelques semaines en dessous en 2018. 2020, on a touché. 2022, on a touché la moyenne mobile 200. 2023 aussi. Le mini crash d'avril, on l'a touché aussi. Donc, pourquoi pas, en 2026, retourner par ici vers les 197. Et pour moi, réaccumuler du Schneider Electric parce que j'aime énormément cette entreprise, son secteur, etc. etc. Après, mon point de vue, c'est qu'à 247, pour moi, c'est trop cher Schneider Electric, surtout pour une vision long terme à dividende. On continue avec Steph. Donc Steph, elle ne bouge plus. Elle me tente. Parce que pareil, j'aime vraiment forcer sur Steph. J'aime bien l'entreprise et son secteur. J'attends. Parce que je pense que si on a un peu de faiblesse cette fin d'année sur les marchés, on pourrait revenir peut-être vers les 114 €. Qui est pour moi une zone intéressante. Parce que techniquement, c'est une très belle zone de polarité. Sur Steph, on voit en hebdomadaire, c'était les plus hauts de 2021, résistance 2023. On a réussi à franchir cette zone des 114 € en 2024. Elle est devenue après support 2024 et 2025. Et là, on est revenu pas si loin. C'est en septembre dernier. On repart un peu à la hausse. Bon, c'est un petit rebond. On est toujours sous les moyennes mobiles. Que ce soit la 10, la 20 à la 50, elles sont baissières. Il ne nous reste que la 200. Donc c'est pour ça, Steph, si elle revient dans les prochains mois vers les 114 €, elle m'intéressera énormément. Et surtout, si on dézoome, on pourrait être sur un scénario un peu de range. Hein. Un range assez large, assez long. Hein, depuis plus d'un an, 2024, on pourrait, entre 2024, toute l'année 2025, être toujours entre 114 et 144 €. Pour moi, ça me convient. Le dividende est intéressant. Le secteur, comme je vous l'ai dit, est intéressant. Voilà, on est sur une grande respiration. Si on dézoome, on est sur une très belle tendance haussière. Mon PRU est extrêmement faible. Parce que la dernière fois, c'était en 2022 que j'avais repris des actions de Steph. Donc à 96 € de PRU. Donc je patiente. Les deux zones techniques clés. Résistance 127,60 €. Si on repasse au-dessus, on ira peut-être rechercher dans quelques semaines, quelques mois les 135, voire plus haut. Et si on rebaisse, je pense qu'on pourrait avoir un scénario comme celui-là sur la fin d'année 2025 sur Steph. Donc je patiente. Pour moi, la zone qui me ferait vraiment réfléchir, et je pense pour reprendre du Steph, 114 €. On continue avec Thales. Donc Thales, toujours très haute. Dans un secteur, on connaît la défense, etc. On avait eu un peu de faiblesse en mois de septembre, 220. Pour moi, la zone, c'est le comblement du gap en dessous des 200 € qui peut être intéressant sur Thales. Alors, on est trop élevé. Je pense qu'il y aura un moment ou un autre, une rotation sur le secteur de la défense. Si j'espère que dans quelques semaines, quelques mois, peut-être une trêve entre l'Ukraine et la Russie, et peut-être que les valeurs défensives seront un peu délaissées par les investisseurs.
et qu'on retourne, voilà, au moins comme ça, voire ici, et puis peut-être à 191, ça peut être intéressant de rentrer soit pour les personnes intéressées par Thales, soit pour mon cas me renforcer, accumuler du Thales, parce que bon bah pour le long terme, je pense que malheureusement, surtout que Thales c'est pas que la défense, c'est aussi l'aérospatiale, la technologie électrique, etc. Donc c'est une très belle entreprise avec un carnet de commandes rempli, mais pour moi 247, elle ne m'intéresse pas, trop élevée, surtout que mon PRU est à 122. J'ai commencé en 2021 à 77 sur Thales. J'en avais repris ici vers les 143. Donc 200 euros. À réfléchir sur Thales avec le gap qui est toujours ouvert depuis mars 2025. Donc affaire à suivre. Après, c'est à vous de voir. Bon, 247, je pense patienter. Un jour ou l'autre, elle va baisser, Thales. Elle va baisser, elle peut aussi monter, mais on voit déjà, peut-être même remonter un peu la résistance. On voit que ça peine à aller plus haut. On a été à 270 en juin, on a rechuté, on est revenu à 270 en septembre, on rebaisse. Donc on voit que on voit les moyennes mobiles 10-20 qui s'entremêlent. La 50 est toujours en dessous. Donc je pense que fin d'année et peut-être début d'année prochaine, une respiration sur le secteur de la défense. On passe à Total Energy. Alors Total Energy, c'est pas mal, mais voilà, c'est timide. On est toujours dans le canal baissier, même si on n'est plus dans le canal baissier. On a cassé la résistance oblique baissière la semaine dernière. Mais pour moi, la vraie zone de résistance, c'est les 55 euros. C'est pareil sur Total Energy, je ne vais pas me presser. On a eu les résultats qui, pour moi, ils sont vraiment très bons. Mais bon, il n'y a pas eu d'affolement sur les marchés. Elle n'a pas pris 10% suite à ses résultats cette semaine. Voilà, on connaît le prix du baril qui est plutôt sur les plus bas. On verra bien. L'économie américaine, elle va peut-être ralentir. Donc le prix du baril pourrait ralentir. Peut-être que l'OPEP va intervenir pour faire un peu monter le prix du baril. Mais bon, voilà, Total Energy, pour moi, c'est une très belle entreprise. Ça fait depuis mars qu'on zigzague entre 50 et 55. Donc on va pas se presser sur Total Energy. J'ai cette zone vers les 51 euros, pourquoi pas. Là, le début du mois, j'ai hésité pour en reprendre. Mon PRU à 49. Voilà, je pense pas, pour les personnes intéressées, d'en prendre à 53, que ça va changer l'avenir sur votre investissement de Total Energy. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est limite sur le canal baissier, que la moyenne mobile 50 hebdo est toujours en résistance dynamique. Depuis le passage en dessous en juillet dernier, en juillet 2024, et ben on voit qu'on tape une fois la résistance dynamique, deux fois la moyenne mobile 50, ici, ici et ici. Donc ça peine, c'est mitigé. Hein. Le RSI, ça fait depuis mai dernier qu'on zigzague entre 40 et 55 de RSI, donc il n'y a plus de directionnel clair sur Total Energy, qu'on dézoome un peu, qu'on était dans le canal haussier, que j'ai commencé à bâtir ma position en 2021 vers les 36 euros. On voit très clairement, là, le canal était haussier, que là, le canal est baissier. Mais vers 51, 53 euros, on est quand même sur des prix de 2018, de 2014, voire de 2008. Donc, après, c'est à vous de voir. Ça me paraît pas personnellement déconnant de commencer à bâtir une position sur ces prix-là vers les 54 euros. Après, c'est à vous de faire votre choix. Moi, j'attends tranquillement. On pourrait encore zigzaguer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. J'aimerais 47. Ça pourrait être intéressant parce que mon PRU est à 49. Donc, si on revenait à 47, je raccumulerais du Total Energy. Mon PRU sera à peu près à 48, 48, 50. Voilà. On verra bien. Ou ici à 51. C'est pas très, entre guillemets, très grave de reprendre du Total Energy sur ces prix-là. Quand elle était ici, que je vous parlais, comme quoi elle m'intéressait pas, Total Energy à 68 euros, 70 euros. Je pense, voilà, là on est sur des zones potentiellement intéressantes, je pense, sur Total Energy. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, toujours dans la même config, canal haussier, très bien défini, très intéressant depuis le plus bas du Covid, très bien respecté. On fait plein
2 points d'impact sur le haut du canal, sur le bas. Donc ce que j'attends, c'est un retour sur le bas du canal, vers les 110 €. Pour le moment, en plus, on voit très clairement que la tendance est baissière. Et pour le moment, on voit la bougie hebdo de cette semaine, qu'on y va tout droit vers les 110 €, qui est une très belle zone de polarité, qui était ici résistance plusieurs fois. On a cassé, la polarité est devenue support, on a cassé résistance, on a cassé support. Donc revenir dans quelques semaines à 110 €. À réfléchir pour ma part de me renforcer sur Vinci à 110 €. Et si bien évidemment, si on casse le canal haussier, 100 €, une zone de prix qui correspond, il faut se rappeler, au plus haut d'avant la crise du Covid en mars 2020. Donc aussi une très belle zone pour moi. Mon PRU est très faible à 89 € au niveau de Vinci. Donc je me presse pas. J'attends tranquillement, surtout qu'on est maintenant sur une tendance un peu baissière sur Vinci, que le RSI est très faible. On voit qu'il pique vers le bas, qu'on est passé en dessous de la zone des 50, que la moyenne mobile, il nous reste la 50 hebdomadaire vraiment en dernier recours. Et après, ce sera la 200 et la 200, elle passera vers les 110 €. Donc je patiente tranquillement au niveau de Vinci et on verra le mois prochain où elle en sera. Voilà ce tour d'horizon complet de mes sociétés dites long terme à dividendes et surtout les zones techniques que j'attends pour pourquoi pas me renforcer au niveau de mon portefeuille. Je vous le remets une dernière fois et pour les personnes qui souhaitent voir de plus près, je vous invite à faire pause. Et pour finir, on passe à mon tableau à dividendes pour cette année 2025 avec 2 sociétés qui m'ont versé un dividende au mois d'octobre. Total Energy pour un montant de 13,60 € et Vinci 4,20 €. Ce qui me fait un rendement par rapport à mon PRU sur Total Energy de presque 7% et au niveau de Vinci un peu plus de 5%. Et pour cette année, j'en suis à environ 517 € de dividendes perçus. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce suivi mois après mois de mon portefeuille long terme à dividendes en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!